On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. C'est clair que la reprise des hostilités va reprendre malheureusement à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais il y a un contexte particulier qui est extrêmement difficile à suivre pour le simple citoyen, toute cette guérilla juridique et ses frais d'avocat. Bref, question de nous éclairer un peu, l'ex-maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, chroniqueur au Canada français et analyste de la chose municipale. Vous savez que la politique municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu est on ne peut plus palpitante. On est déjà à la mi-mandat, mais qui dit mi-mandat dit qu'il en reste encore 2 autres années à passer avant les prochaines élections. Et c'est drôle parce que là, nous, évidemment, on a pris une pause de 3 semaines durant la période des fêtes. Et la semaine dernière, j'étais en vacances à l'extérieur du pays. Et évidemment, il faut bien être à l'extérieur du pays pour rencontrer des gens qu'on connaît. Et il y a des personnes qui m'ont accroché puis qui m'ont dit « Bon, il se passe quoi avec la ville? Puis c'est compliqué, puis on a de la misère à suivre. Puis là, il y a des procès, puis il y a des frais d'avocat. Puis bref, les gens s'y perdent un peu. » Et une des personnes que j'ai rencontrées à l'extérieur me dit « Il me semble que ça fait longtemps que tu n'as pas reçu M. Smerica en entrevue. On aime bien ça l'avoir en entrevue car il est éclairant. » Bon, on a décidé d'éclairer vos lanternes en ce début d'année 2020 et d'inviter l'ex-maire de Saint-Jean-sur-Richelieu et chroniqueur au Canada français, Miroslav Smerica. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Bon début d'année. Bon début d'année aussi. C'est compliqué à suivre. Ah, c'est plus que compliqué. C'est hyper compliqué à complexe. suivre. C'est que les 2 dernières années peuvent se résumer en 5 mots. Guy Grenier et poursuite judiciaire ou procédure judiciaire. Tout a commencé avec le fait que M. Grenier, non seulement était candidat pour l'équipe Laplante lors des 2 dernières élections, mais il était également le directeur des communications, donc le cerveau de la campagne électorale et de la victoire de M. Laplante. Donc, une fois élu maire, il fait nommer M. Grenier chef de cabinet. Or, comme la ville n'a pas encore 100 000 habitants, ce n'est pas le maire qui peut choisir un chef de cabinet, ça doit être une résolution de la ville. Donc, et par conséquent, le titre de chef de cabinet fait que c'est un employé municipal sous l'autorité du directeur général. Et dans sa description de tâche, puisqu'on n'est pas à 100 000 habitants, il doit aussi servir tous les conseillers, même ceux qui ne sont pas de l'équipe Laplante. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand la position du maire et du chef de cabinet, c'est de se foutre de tout ça et imposer, ou vouloir imposer particulièrement au directeur général qui se conforme à leur volonté, et que les autres conseillers, et surtout les indépendants, ont vu le comportement du maire, bien, après 4 mois, ils l'ont abandonné. Ils se sont ralliés stratégiquement avec le groupe Équipe Fecteau. Et depuis ce temps-là, on a le groupe des 9. Ce qui a amené, fin mars, au congédiement de M. Grenier. Et de là, on démarre toute une cascade de procédures judiciaires, à part une procédure judiciaire personnelle entre lui et le promoteur immobilier, M. Sanson. Mais du point de vue de ce congédiement de son chef de cabinet, le cerveau de sa campagne électorale et sa victoire, il y a d'abord M. Grenier qui poursuit la ville, mais également il poursuit les 9 qui ont signé des courriels confidentiels, soi-disant méprisant M. Grenier, envoyés au directeur général. Donc, 2 procès là. Mais en même temps, lorsqu'il contestait la ville, bien là, la ville, les conseillers de la majorité ont amené le cas devant la commission municipale, qui s'est intéressée, qui a fait une enquête, finalement fait un procès, et la juge de la commission municipale a condamné le maire à 95 jours d'inhabilité, ce qui était la plus grosse peine jamais donnée par la commission municipale dans l'histoire de la commission. Le maire a décidé d'aller en cour supérieure et il a protesté ça. Mais là, ça introduit le fait que quand on parle de procédure judiciaire, on le pense à Mme Normandin, ça peut prendre du temps. C'est long et c'est compliqué et c'est difficile pour le public d'y suivre parce que là, les gens voient différentes causes, parfois les entremêlent, voient différentes dates d'audition, de remise, de contestation, de verdict et tout ça. Et bref, ça devient extrêmement complexe pour les gens de suivre l'agenda juridique. Exactement, mais ça enrichit les avocats. Oui, mais ça, on l'a vu d'ailleurs à la une du Canada français la semaine dernière, donc où on voyait
que depuis le début du règne du maire, donc 560 000 de frais d'avocat. Mais à la décharge du maire, ce n'est pas 560 000 pour la défense du maire uniquement. Non, c'est plutôt 300 000. Bon, il y a des frais qui sont engagés aussi par les élus de la majorité Exact. dans cette guérilla juridique. Mais ça veut dire les procédures juridiques. Fait que là, ce qui est arrivé, initialement, on devait régler le problème le 3 septembre. Ça a été remis au 19 décembre. Oui. Décembre. Et pendant 2 jours, on argumentait. Et là, les avocats de la commission ont dit à la juge, on voudrait déposer des documents de décision qui viennent de se faire à la Cour suprême, qui a un impact direct sur le... Ouais. Donc, on demande un report pour déposer ça le 13 janvier. Et l'avocate du maire a dit, c'est bien correct, mais moi, j'ai besoin de temps pour les analyser, donc jusqu'au 31 janvier. Et donc, la juge va reprendre l'étude au début février. Donc, Encore elle va un délibérer au cours du mois de février. C'est ça. Mais là, en même temps, il y a 2 causes là-dedans, parce qu'il y a le maire qui conteste le jugement de la commission municipale en invoquant un argument de partialité, mais la commission municipale, elle, a aussi déposé une requête pour rejeter la requête de M. Laplante pour dire qu'elle n'était pas recevable. Donc là, il y a comme 2 affaires, c'est un peu comme des plaintes croisées, c'est-à-dire qu'il y en a un qui conteste, puis l'autre conteste à nouveau. Là. Fait qu'il y a comme 2 plaintes croisées. Là. Exact. Mais ça, c'est une affaire, ça. Ça, c'est juste une affaire. Ouais. Mais, puis ensuite, on arrive au fait des 3 plaintes de harcèlement psychologique qui ont été déposées à la Commission des normes. Les avocats, après quelques mois d'analyse, ont jugé que c'était vrai que le maire avait harcelé les 3 fonctionnaires. On juge les plaintes recevables. Oui, tout à fait. Et ils l'ont transféré à un juge d'un tribunal administratif, mais qui, selon la loi, a 1 an pour décider. Ce qui encore... Ça, c'est une autre cause, ça. C'est une autre cause. Mais en même temps, ce que tout le monde oublie, c'est qu'en même temps que les 3 ont déposé leur plainte à la commission, ils ont déposé leur plainte au bureau de la directrice des ressources humaines de la ville. Alors, elle se retrouvait, la pauvre dame, à avoir à décider si son boss, le maire, avait commis du harcèlement psychologique. Fait qu'évidemment, ce qu'elle a fait, elle s'est tournée de bord. Elle a engagé un enquêteur expert indépendant qui devra remettre ce mois-ci son rapport, si oui ou non le maire a effectivement fait de harcèlement. Mais ça veut dire que d'un côté, la CNESST étudie l'affaire et relègue ça donc au tribunal administratif, mais localement parlant, la direction RH aussi a commandé une étude indépendante. Oui. Donc, on étudie, dans le fond, c'est 2 entités qui étudient les mêmes plaintes. Oui, sauf qu'il pourrait y en avoir une 3e. C'est-à-dire? Si en février, la commission finalement gagne sa cause face à monsieur, le maire, là, ils peuvent se tourner de bord et déposer de nouveau une plainte, cette fois-ci pour d'autres articles, 3 et 5 du Code d'éthique, parce que c'est inscrit aussi qu'on ne peut pas faire de harcèlement psychologique. Donc, la commission peut même maintenant poursuivre ou juger M. le maire pour harcèlement psychologique. Il y aurait 3 batailles. La commission des normes, la commission municipale et le rapport interne de l'expert qui convergeraient vers la même problématique. Le maire a commis du harcèlement psychologique. Bon, là, la grande question, parce que dans une entreprise privée, si moi je suis un employé et je me plains que mon patron fait du harcèlement psychologique et qu'ultimement il est reconnu en défaut, bien, les propriétaires de l'entreprise vont congédier le patron ou le changer de siège. Là, dans le cas du maire, la Ville ne peut pas congédier le maire. Donc, l'autorité ultime, c'est le gouvernement, c'est la ministre des Affaires municipales. Bon, il y a aussi en toile de fond, M. Smérica, cette fameuse loi 49, déposée par le gouvernement de M. Legault avec sa ministre, Mme Laforêt, qui veut un peu resserrer ou à tout le moins redonner des pouvoirs additionnels à la commission municipale quand elle est confrontée un peu à des cas qui ressemblent aux nôtres ou aux maires de Ancienne-Lorette ou de d'autres municipalités au Québec. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi-là, qui d'ailleurs n'a pas encore été votée? Bon, et on comprend que dans le tourbillon du gouvernement Legault, là, il y avait d'autres priorités, l'immigration, la réforme en éducation. Mais ultimement, cette loi-là sera peut-être votée d'ici la fin de la session parlementaire au mois de juin. Quels seront les impacts de cette loi-là dans une ville comme la nôtre et dans les causes et les procès là, qui perdurent ici à Saint-Jean? C'est parce que déjà, il y a une possibilité pour la commission, mais seulement si elle le veut, de transférer le dossier
qu'elle a actuellement vis-à-vis M. Laplante, à la Cour supérieure, à un juge, parce qu'il y a une loi qui s'appelle la Loi sur les élections et référendums municipaux. Ouais. Il y a un article 304 qui est vraiment l'inspiration des articles du Code de déontologie de la Ville par lesquels la juge de la commission a condamné le maire. Sauf qu'elle ne pouvait donner que 95 jours maximum pour ces offenses. Tandis qu'un juge de la Cour supérieure, se basant plutôt sur la loi des référendums et élections municipales, peut donner au maire une peine jusqu'à 5 ans d'inhabilité à siéger à partir de la décision qu'il rendrait. Donc, si, à un moment donné, la commission gagne en février, puis avec tu dis le projet de loi 49, qui maintenant resserre le vice, que ce ne soit pas seulement volontaire, mais il faudrait transférer le dossier au procureur général du Québec, qui ensuite transférerait ça à la Cour supérieure. Bien, là, à ce moment-là, on aura une situation particulière parce qu'on pourrait aboutir au mois qui suit, parce que c'est toujours long, que le juge de la Cour supérieure décide que le maire est inhabile à siéger pour 5 ans. Bon. Mais là, je me remets dans la peau du citoyen là, qui vient d'écouter le début de l'entrevue, là, où on explique et on tente à tout le moins là, de faire un peu de pédagogie pour que les gens comprennent un peu la séquence des événements. Mais le citoyen qui me croise dans la rue, il me dit « Ouais, OK, là, c'est beau, tu m'expliques ça, là, mais le maire, il va-tu être suspendu ou pas? » Parce que c'est ça que le citoyen veut savoir. Autrement dit, es-tu coupable, es-tu pas coupable? Il va-tu gagner, il va-tu perdre, il va-tu être suspendu ou pas? C'est ça la question que les gens nous posent sur la rue. Donc, je vous la pose tout bonnement, très candidement. Est-ce que le maire Laplante va être suspendu? Et si oui, quand? Selon moi, c'est oui. Quelque part au cours du mois de février, pour au moins 95 jours. Mais encore là, s'il perd devant la Cour supérieure, il pourrait à la limite se tourner vers la Cour d'appel ou même la Cour suprême du Canada. Voilà, il faut se tromper. Premièrement, il y a la fameuse requête de la Commission de la recevabilité. Oui. Si elle gagne ça aussi, là, c'est fini. Là. Si ce n'est pas recevable à la Cour supérieure... Ça voudrait dire que même la Cour d'appel n'entendrait pas sa requête? Si ce n'est pas recevable à la Cour supérieure, ça ne peut pas être recevable plus haut. Mais, nonobstant ça, il faut regarder quelle serait la décision du conseil municipal de financer les frais d'avocat s'il décide d'aller en appel. Bon, parce qu'en ce moment, c'est un peu un bar ouvert pour tout le monde, là. Pour le maire aussi, mais même pour les élus de la majorité. Oui, mais on dépense. Mais sauf que c'est toujours sous le critère, est-ce raisonnable de penser à l'innocence de la personne? Et jusqu'à maintenant, oui. Mais s'il perd en Cour supérieure à cause de la commission municipale, là, le conseil majoritairement peut dire, on a fait tout ce qui est raisonnable. À partir de maintenant, si tu veux aller en cour d'appel, c'est toi, mais à tes frais. C'est plus pareil. OK, mais là, si le conseil passe une résolution, est-ce que le maire va voter dessus? Est-ce qu'il va appliquer son veto? Est-ce que ça va, je ne sais pas, ça... Bien, même s'il applique son veto, la semaine après, ils vont renverser son veto. Fait que ça va avoir, simplement, la décision est là. Bon. Donc, vous pensez qu'ultimement, il va perdre ses causes et qu'il sera ultimement suspendu quelque part février, mars, ou à tout le moins là, dans ces eaux-là. Quels seront les impacts politiques et quel est le regard qu'aura le gouvernement de ce qui se passe chez nous? Parce que là, on parle beaucoup de l'ajout juridique, mais parlons de l'ajout ou des impacts ou de la perception politique. Si on est dans les souliers de la ministre Laforêt à Québec, et là, on voit ultimement que le maire perd son recours et qu'ultimement, il est suspendu pendant 95 jours, et que là, il y a l'autre cause aussi de harcèlement psychologique devant la Commission des normes du travail. Bref, c'est quoi les impacts politiques de ce qui s'en vient chez nous? Il n'y en a pas, pour une simple raison. Est-ce que la ministre mettra la Ville en tutelle? La réponse, c'est non. 95 des résolutions sont adoptées à la majorité, à l'unanimité. Même les budgets? Et même le récent budget a été voté par les 13 élus unanimement. On n'enfreint pas le rythme de la fonction de la vie municipale. Donc, la tutelle, ce n'est pas une option? Non, ça ne l'est pas. Bon, mais si la tutelle n'est pas une option, qu'est-ce que peut faire la ministre? Parce que certains vont dire qu'en gros, l'un des problèmes qu'on associe est, entre autres, la présidence des assemblées ou le respect du règlement de régie interne
où le maire laisse, disons, beaucoup de lest à ses partisans qui viennent évidemment poser différentes questions ou émettre des opinions sur ce qui se passe. Mais si la ministre ne met pas la Ville en tutelle, quel serait son pouvoir de laisser aller les choses jusqu'à la prochaine élection? Bien, déjà, la ministre avait envoyé via la commission municipale des juges, médiateurs, et on a vu un changement dans le code de régie interne. Et on a plus 2 périodes de questions. Exact. Il y en a une à la fin, il y a une assemblée par mois. Ouais. Il faut juste penser une chose. Si la majorité a choisi ce changement-là, c'est les recommandations de la commission municipale envoyées par la ministre. Donc, on a créé un rythme, et là, M. Laplante ne sera pas là pendant 95 jours. Ça va revenir calme. OK, mais là, après ça, il va venir par revenir. Sauf si, pendant ce temps-là, la commission transfère le dossier à un juge de la Cour supérieure pour qu'il soit rendu inhabile à siéger pendant 5 ans. Oui, mais avec les délais de justice qu'on a, ça peut être assez complexe. Ouais, ou si le juge du tribunal administratif de la commission des normes décide de trancher la question et le trouve coupable. Alors, là, quand il est trouvé coupable, il faut que l'employeur recrée un climat où il n'y a pas de harcèlement psychologique. Et deuxièmement, il y aura peut-être un dédommagement financier pour l'atteinte à la dignité humaine. Le Conseil, hélas, n'a pas de pouvoir de dire au maire de devenir correct. Ils ne peuvent pas le congédier non plus. Et c'est là la situation que j'appelle kafkaïenne, c'est-à-dire pas de solution sûre. Bon, parce que souvent, quand on questionne le maire sur ces enjeux-là, bon, les phrases qui reviennent souvent, c'est de dire, bien, écoutez, je vais cesser si on m'attaque, je vais arrêter de me défendre quand on va arrêter de m'attaquer. Il va dire, bien évidemment, que le congédiement de Guy Grenier est un congédiement de nature politique. Il va dire que les 3 plaintes en harcèlement psychologique sont des plaintes de nature politique. Donc, c'est souvent les arguments qu'il utilise sont souvent des arguments de dire que les attaques à son égard sont des attaques de nature politique. Donc, il est un peu comme en campagne électorale perpétuellement, probablement en se disant qu'en se comportant de cette façon-ci, il ira récolter une majorité d'ici 2 ans à la prochaine élection. Donc, c'est le calcul politique, en tout cas, c'est l'impression que moi j'ai, que c'est le calcul politique qu'il tente de faire en ce moment. Oui, effectivement. Sauf que moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « J'ai voté pour lui, mais jamais plus. » Ce qu'il fait, même si des fois, on ne sait pas si c'est la majorité qui est à blâmer ou le maire, là, c'est qu'ultimement, ils disent, mais c'est le maire, en bout de ligne, qui est supposé mener la balle. Ouais. Fait que si ça va mal, c'est parce qu'il ne sait pas comment mener la balle. Mais en même temps... Donc, il a perdu beaucoup de votes. Mais les élus de la majorité ont aussi été un peu écorchés dans tout ça. Ah bien sûr. Quelques exemples récents. Bon, évidemment, l'épisode des fameuses signatures de M. Berthelot. Bon, il a admis son erreur, mais ça reste quand même que, bon, c'est un conseiller d'expérience et tout ça. Il y a M. Auger, qui a blasphémé par un excès. Un jour, il était un peu exaspéré. M. Fontaine, même, a traité le maire, et j'ouvre les guillemets, de malade mental. Bon, il s'en est excusé, tout ça. Donc, il y a des écarts de conduite, il y a des écarts de langage, et le groupe même de la majorité est aussi un peu écorché par ce qui s'y passe en ce moment. Moi, si j'étais eux, là, j'aurais de la misère à dormir tellement. Je trouve ça écœurant, ce qu'ils vivent. Le maire, là, il y a comme un focus c'est un populiste qui décide qu'il faut brasser. Regardez, il a cessé de participer à une réunion du comité de financement pour aller à la défense de M. Luc Lippé, qui a été condamné pour avoir traité M. Fontaine de Bouffon. Ouais. Alors, imaginez, celui qui est un des grands zélés du maire et qui chiale le plus, qui attaque énormément les conseillers, le maire, plutôt que de s'intéresser aux dépenses et au budget de la ville, s'en va défendre quelqu'un qui détruit, calomnie quasiment les conseillers municipaux. Alors, c'est le signe qu'il n'a jamais cessé. C'est-à-dire, avant qu'il soit maire,
il faut se rappeler qu'il venait constamment harceler le conseil municipal à toutes les séances. Alors, ce même genre de façon de faire, d'un genre d'agressivité verbale, là, si on veut, là, il l'encourage, il s'en réjouit. Il est tellement content de voir que ça passe à la télé, que les gens sont en mots juste contre le groupe des 9. Quand ils n'ont rien fait. Oui, il y a des écarts. Mais à la limite, ce que fait monsieur le maire, c'est bien plus grave que ce que peuvent faire les conseillers du groupe de 9. Ça ne se compare pas, là. Il n'y a pas d'incitation à de la violence verbale chez le groupe des 9. C'est la grande différence. Bon, un autre phénomène qu'on observe aussi, les partisans du maire sont actifs, ils sont des porte-parole très efficaces sur les médias sociaux, ils sont extrêmement présents. Aux assemblées, bon, ils ne sont pas 200, mais ils sont peut-être une dizaine, mais assez pour faire beaucoup de bruit. Exact. Et être visiblement des gens qui sont très engagés, qui sont là chaque mois, là, très engagés. Oui. Souvent, la question que les gens nous posent, c'est les partisans des élus de la majorité sont où? Ils n'osent pas, parce qu'ils se disent, si ces apôtres du maire peuvent blaster les élus autant qu'ils le font, quel sera l'individu? Quel sera le sort de l'individu qui défendrait ce groupe-là? Meilleur exemple aussi, c'est les gens d'affaires. En février, le maire devait donner une deuxième conférence à la Chambre de commerce et elle a été annulée par manque d'inscription. C'est la première fois, moi, j'étais président de la Chambre de commerce, c'est la première fois que j'entends qu'une conférence d'un maire soit annulée. Ouais. C'est à ce point-là. Donc, il y a ce genre de rejet, par exemple, chez les gens d'affaires, par absentéisme. C'est-à-dire, on ne veut rien savoir de ce gars-là. Mais d'aller au front, ça prend les vrais soldats, comme tu dis, les amis du maire. Là. Et puis les autres sont là, ils disent, ça n'a pas d'allure, mais si je vais là, je vais subir le même sort que M. Lafontaine, que M. Marco Savard ou d'autres. On va me calomnier, on va m'accuser de toutes sortes de choses. Donc, j'y vais pas. Alors, pour vous, 2020, ça va être quoi comme année? La poursuite des procédures judiciaires. Parce que jusqu'à date, là, il n'y a pas eu un gros projet qui est sorti du règne du maire. Comme je l'ai déjà écrit, il surfe sur l'œuvre de M. Dolbec, c'est-à-dire le centre-ville, le pont, l'entrée nord, maintenant, à partir du printemps, l'enfouissement des fils sous Richelieu, c'est les seules choses qui se font. Le reste, là, il y a eu de peine et de misère l'église de Saint-Gérard-Magella. Oui, où tout le monde était unanime sur cet enjeu-là. Oui, mais ça a pris du temps. Et je pense 4 projets différents avant d'aboutir. De sorte que les projets, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Alors, donc, il n'y a pas vraiment d'élan de développement économique, même dans un sondage, McLean, je pense, on a descendu au 325e rang des villes canadiennes en termes de bon lieu à vivre. Là. Fait que, il y a cet effritement-là, Est-ce qu'on va y voir plus clair en 2020? Bien, comme l'optométriste dit, il faut avoir une vision 2020 pour avoir une vision parfaite. Cette année, c'est l'année 2020. On va voir clair parce que finalement, il y a encore des gens qui ne croient pas que le maire a été traité justement par la commission municipale. Mais lorsque la décision de la Cour supérieure va arriver, ça va être un choc pour plusieurs. Parce que là, ils vont voir que, oui, M. le maire a préféré choisir son ami, M. Guy Grenier, à qui il accordait une prime de départ de 18 mois plutôt que 6, donc de plus de 100 000 $ aux frais des contribuables, à son ami, plutôt que les contribuables. Bien là, ils vont voir que c'est vrai. Ce que la majorité disait, en fin fond, c'est vrai. Et je pense que c'est là que Donc, 2020 sera l'année de la clarté? L'année de la clarté, oui. Miroslav Smerika, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Mesdames
mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. C'est déjà le moment de penser à son premier versement de taxe municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a droit à 4 versements, mais là, le premier est attendu, bien sûr, au mois de février. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville et c'est fort palpitant. tvhr9.com si parfois vous l'avez manqué en ondes. Et nous, on se retrouve demain pour notre prochain rendez-vous d'ericlatour.com. Bye-bye.